Corinne qui m'a fait vous connaître, voilà, qui m'a fait vous connaître et qui m'a donné envie, voilà, qui m'a suggéré de vous inviter. C'est son choix, c'est le mien. Bien sûr, c'est le mien aussi. Hein. Mais Corinne, c'était quand je cherchais, on composait nos choix avec on essaye d'être très hétérogène. Moi, je connais votre travail depuis des années. Bon, voilà, j'étais contente de vous découvrir. On va commencer par le livre. Chacun d'entre nous a peut-être un livre, le livre qui l'emporterait dans la tombe ou sur une île déserte, ou le livre qui donnerait à lire à l'être cher. Et ben, le mien, c'est celui-ci. C'est le tome 2 de L'homme sans qualité de Robert Musil, écrivain autrichien né en 1880, qui est mort en Suisse en 1942, qui a été absolument dévasté par les horreurs de la Première Guerre mondiale, la désagrégation de l'Empire austro-hongrois, et à la suite de cela, il s'est mis en tête d'écrire un grand diptyque sur les désarrois de l'Empire. Et donc le premier tome de L'homme sans qualité, qui commence en 1923, est centré autour de la désagrégation de l'Autriche-Hongrie, qu'il appelle la Cacanie, avec une ironie absolument terrible. Et on y trouve un personnage qui s'appelle Ulrich. Et pourquoi l'homme sans qualité ? Parce que c'est un homme qui n'a pas de spécificité, c'est un irrésolu, c'est-à-dire qu'il ne choisit pas vraiment, il n'a pas vraiment d'orientation dans sa vie. Et n'ayant pas d'orientation, le champ des possibles lui est entièrement ouvert. Donc ça, c'est l'histoire du premier tome de L'homme sans qualité, où on rencontre cet homme à la veille de la Première Guerre mondiale. Le deuxième tome est tout entier centré sur, selon moi, la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Et il se trouve que c'est entre Ulrich et Agathe, donc la sœur de cet homme. Alors, est-ce qu'on parle d'inceste, est-ce qu'on parle de quelque chose d'absolument immoral ? Ils ne se sont pas vus depuis l'enfance, cet homme et cette femme. Ils se sont perdus de vue et le hasard les fait se retrouver devant la tombe de leur père. Ils se voient, dans l'instant ils se reconnaissent, l'un l'autre se reconnaît comme la part perdue de l'autre, et commence entre eux une conversation qui ne s'achèvera plus. Vous avez peut-être déjà expérimenté cela, c'est-à-dire que un jour, vous rencontrez quelqu'un et un espace absolument immense s'ouvre et ça commence à parler, vous commencez à vous parler et vous savez que ça ne va plus se taire, que c'est le début de quelque chose d'immense, de très vaste, de très beau. Et c'est ce qui se passe entre eux. Alors certes, ils sont frères et sœurs, mais l'immense tour de force de Musil, c'est que très vite, on oublie absolument qu'il s'agit d'un frère et d'une sœur. Ça pourrait être deux hommes, ça pourrait être deux femmes, ça pourrait être un homme et une femme. Ce sont juste deux êtres qui vont expérimenter un amour si vaste qu'à un moment donné, même si y a des centaines de pages de conversation là-dedans, à un moment donné, on touche à quelque chose où il n'y a plus de mots possibles, il n'y a plus de langage possible pour dire ce que c'est que de tomber dans l'amour au point de devenir l'amour même. Il y a vraiment quelque chose d'une mystique de l'amour chez Robert Musil. Alors moi, c'est un très gros livre. Vous voyez, moi je m'y suis prise à 2 fois. La première fois, j'ai rencontré ce livre quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai calé et je m'y suis reprise à mes 31 ans, en fait. Et là, je suis totalement tombée dans ce livre et j'y reviens sans cesse. Et je voudrais vous lire un extrait du texte pour vous faire entendre à quel point il y a une beauté de cette conversation amoureuse où arrive un moment où la moindre chose est de trop entre ces deux êtres qui se ressemblent tant, qui sont le miroir l'un de l'autre, au point qu'ils oublient parfois qu'ils sont deux. C'est-à-dire que l'un tombe dans l'autre, l'autre tombe dans l'un, et un espace absolument immense et ouvert et très très beau s'ouvre. Ils avaient honte tous deux, parce que cela tient de la joie de la nature, et qu'ils s'attendaient à ce qu'il en résultât quelque chose d'autre. Le silence les crucifia. Ils sentirent que bientôt ils ne pourraient plus l'affronter, qu'ils devaient crier dans une démence d'oiseaux de mer. C'est pourquoi ils furent soudain debout, l'un à côté de l'autre, embrassés. La peau se colla à la peau. Ce petit sentiment monta dans l'immense désert timidement comme une minuscule plante pleine de sève qui croît toute seule dans les pierres, et il les apaisa. Ils reployèrent l'arc de l'horizon comme une couronne autour de leurs hanches et regardèrent le ciel.
Ils étaient debout maintenant, comme sur un haut balcon, entrelacés et enlacés à l'indicible, comme deux amants qui, l'instant d'après, se précipiteront dans le vide. Ils se précipitèrent, et le vide les porta. L'instant s'arrêta sans baisser ni monter. Ils ressentirent un bonheur dont ils ne savaient pas si c'était de la tristesse. Seule la conviction d'être élus pour vivre l'exceptionnel les retint de pleurer. Voilà, et donc c'est ce moment où, croyant fuir quelqu'un, on le retrouve absolument épouvanté au centre de son cœur, et on sait qu'on peut pas éviter la passion, quand bien même, voilà, dans ce cas c'était absolument immoral, parce qu'il s'agit d'un frère et d'une sœur, et que dès l'instant où ils vont se livrer à cette passion, eh bien tout apparat social, toute tentative de compromission avec le monde, avec la société des hommes est absolument vaine et inutile, et donc ils sont condamnés à l'exil d'eux-mêmes et l'exil de la société. Mais c'est ce qu'ils vont choisir jusqu'au bout et s'aimer magnifiquement. Comment ça se termine, on ne le sait pas. Musil le savait-il lui-même. Il est mort, laissant ce chef-d'œuvre inachevé. Et je vous laisse méditer sur cet inachèvement.